Le manoir de Craven House plongea dans le silence de la nuit. Derrière les hautes fenêtres, les étoiles scintillaient au-dessus de Grosvenor Square, et à l'intérieur, seul le tic-tac de l'horloge de parquet dans le hall troublait la quiétude. Les domestiques avaient depuis longtemps regagné leurs chambres aux étages supérieurs. Les bougies des candélabres étaient éteintes, et seul un faible feu crépitait encore dans les appartements du maître des lieux. Lord Arthur Craven se tenait près de la fenêtre de sa chambre, contemplant la rue déserte. Le sommeil le fuyait depuis des heures. Il passa une main sur son visage, sentant la fatigue accumulée au cours des derniers mois. 2 ans s'étaient écoulés depuis la mort d'Élisabeth, mais le manoir semblait figé dans le même silence qu'il avait enveloppé le jour des funérailles. Arthur n'avait cherché à rien changer dans la maison. Tout était resté à sa place, comme si sa femme était simplement partie rendre visite à sa famille et allait revenir d'un moment à l'autre. Mais elle ne reviendrait pas, et cette pensée brûlait plus vivement qu'elle n'aurait dû après tant de temps. Arthur enfila une robe de chambre en velours bleu nuit par-dessus sa chemise de nuit et sortit dans le couloir. Ses pas le menèrent d'eux-mêmes en bas, vers la bibliothèque, le seul endroit où il pouvait trouver un semblant de paix. Les marches de marbre de l'escalier étaient nées froides même à travers les semelles de ses pantoufles, et les ombres de sa bougie dansaient sur les murs tendus de soie vert foncé. Il poussa la porte sculptée de la bibliothèque, s'attendant à trouver l'obscurité habituelle, et se figea. Dans un coin reculé de la pièce, près de la fenêtre, une bougie était allumée, et devant elle, penchée sur un livre ouvert, se tenait une silhouette vêtue d'une simple robe grise. Arthur la reconnut immédiatement. Grace Milner, l'une des femmes de chambre. Celle qui se tenait toujours un peu à l'écart des autres domestiques, dont le dos était trop droit pour une simple servante, et le regard trop direct lorsqu'elle répondait aux questions de l'intendante. Il l'observa quelques instants sans signaler sa présence. Grace était de profil par rapport à la porte, et la lueur de la bougie éclairait doucement son visage, arrachant à l'obscurité la ligne fine de son nez, la courbe de son cou, ses cheveux sombres relevés en un simple chignon. Ses doigts parcouraient la page lentement, avec la précaution de celui qui touche quelque chose de précieux. Sa robe était simple, en mousseline grise, avec de longues manches et un décolleté modeste. Le col et les poignets blancs, d'une blancheur à mi-donnée, trahissaient une personne habituée à l'ordre. Mais l'essentiel n'était pas là. L'essentiel, c'est qu'elle lisait dans sa bibliothèque, au milieu de la nuit. « Miss Milner », dit Arthur en entrant dans la pièce. Grace sursauta et se retourna brusquement. Le livre glissa de ses mains, et elle se leva précipitamment, laissant tomber un mouchoir blanc. Son visage devint pâle. « Milord, Pardonnez-moi, je ne pensais pas. Que faites-vous ici ?» Sa voix sonna plus dure qu'il ne l'avait voulu, mais la curiosité se mêlait à l'irritation. Les domestiques n'avaient pas le droit de se trouver dans la bibliothèque, surtout la nuit. Grace baissa les yeux, mais ses doigts se crispèrent sur les plis de sa jupe, un geste qui n'échappa pas à l'attention d'Arthur. « Je faisais le ménage cet après-midi et j'ai remarqué, » commença-t-elle en hésitant, cherchant ses mots. « J'ai remarqué qu'un des livres était mal rangé. Je voulais le remettre à sa place. Au milieu de la nuit, je n'arrivais pas à dormir, milord. » Arthur s'approcha lentement de la table où reposait le livre ouvert. Il le reconnut. C'était un volume de la collection de son défunt père. Les Mecotes Centresier de Tacite en latin. Un lourd in-folio à la reliure de cuir usé, que peu de gens avaient bien ouvert ces dernières années. Il leva les yeux vers Grace. Elle se tenait là, le regard baissé, mais une tension se lisait dans ses épaules, comme si elle se préparait à recevoir un coup. « Vous lisez le latin, Miss Milner ?» La pause s'éternisa. Le tic-tac de l'horloge sur la cheminée semblait insupportablement fort. « Un peu, milord », répondit-elle enfin à voix basse. « Mon père était instituteur. Il m'a enseigné quand j'étais enfant. » Arthur plissa les yeux.
L'explication semblait plausible, mais quelque chose clochait. Pas dans les mots, mais dans la manière dont elle les prononçait. Trop prudemment, trop délibérément. « Instituteur », répéta-t-il. « Et où est votre père maintenant ?»« Il est mort, milord. Il y a de nombreuses années. Mais qu'est-ce condoléances ?» Grace hocha à peine la tête. Elle ne le regardait toujours pas, et cela commençait à l'irriter. Non par impolitesse, mais parce qu'il voulait voir ses yeux, comprendre ce qui se cachait derrière cette apparente soumission. « Depuis combien de temps travaillez-vous dans ma maison ?» demanda-t-il, bien qu'il connût parfaitement la réponse. Grace était entrée à son service 8 mois plus tôt, sur recommandation de l'intendante qu'il avait engagée après le mariage de la précédente femme de chambre. 8 mois, milord, et vous vous faufilez souvent dans la bibliothèque la nuit. Cette fois, elle leva les yeux, et Arthur retint involontairement son souffle. Ses yeux étaient gris, presque argentés à la lueur de la bougie, et on y lisait plus que la simple peur d'être puni. Un défi ou du désespoir. « Non, milord, c'est la première fois. »« La première, ricana-t-il. Et vous vous attendez à ce que je vous croie. »« Je n'attends rien, milord, répondit-elle d'un ton égal. Je vous demande seulement pardon pour mon intrusion. Cela ne se reproduira pas. » Arthur contourna la table et s'approcha d'elle. Grace recula instinctivement d'un pas, le dos contre une bibliothèque. Il s'arrêta à 2 pas d'elle, étudiant son visage. Des traits fins, presque aristocratiques. Des pommettes hautes, une ligne de menton délicate. Des lèvres maintenant fermement pincées. Sa peau était pâle, sans trace de travail pénible, bien qu'elle s'occupât du ménage et du service à table. Et cette posture, cette façon de se tenir. « Vous ne ressemblez pas à une servante ordinaire, Miss Milner, » dit-il à voix basse. Quelque chose vacilla dans ses yeux. La peur, ou autre chose. « Je suis pourtant une servante ordinaire, milord. Les servantes ordinaires ne lisent pas Tacite. Et alors, peut-être ne suis-je pas tout à fait ordinaire, » répondit-elle avec une pointe de sarcasme à peine perceptible, qu'elle s'empressa de dissimuler. « Mais cela ne change rien à ce que je suis. » Arthur sentit la curiosité s'embraser en lui. Cette femme était une énigme. Il avait déjà remarqué certaines étrangetés. Sa façon de corriger parfois l'intendante sur des détails concernant le service de table pour les dîners de réception, sa manière de se tenir droite en traversant les pièces, son élocution, dépourvue de l'accent cockney ou rural habituel chez les domestiques. Et puis, il se souvenait de cet incident 3 semaines plus tôt, lorsque sa tante, Lady Margaret, était venue pour le thé et que Grace servait le dessert. Sa tante avait fait tomber son éventail et Grace l'avait ramassé avec une révérence qui aurait été à sa place à la cour, mais pas dans la maison d'un simple lord. La tante avait alors regardé la jeune femme attentivement, mais n'avait rien dit. Arthur, lui, s'en était souvenu. « Qui êtes-vous réellement ?» demanda-t-il sans détour. Grace soupira, et il y avait tant de lassitude dans ce soupir qu'Arthur s'adoucit malgré lui. « Grace Milner, milord, femme de chambre. Je n'ai rien d'autre à dire. Vous préférez donc garder le silence sur votre passé. Chacun a des choses dont il préfère ne pas parler, » répondit-elle. Et une lueur de compréhension traversa son regard. Même les lords. Cette allusion à ses propres secrets, à ses nuits blanches et aux portes closes de l'aile, et où Élisabeth avait autrefois vécu, força Arthur à reculer. « Vous êtes bien audacieuse pour une servante, » remarqua-t-il, mais sans la dureté précédente. « Pardonnez-moi, milord, ce n'était pas mon intention. » Il voulut ajouter quelque chose, mais à cet instant, une latte de plancher grinça quelque part dans la maison. Tous deux se figèrent, tendant l'oreille. Puis des pas se firent entendre. Quelqu'un descendait l'escalier. L'intendante ou le majordome? Arthur évalua rapidement la situation. Si l'on trouvait Grace ici, avec lui, au milieu de la nuit, sa réputation serait ruinée, même parmi les domestiques. Lui-même s'en moquait, mais pour une raison quelconque.
L'idée que cette femme fasse l'objet de commérages dans son dos l'agaçait. « Partez !» ordonna-t-il à voix basse. « Par la porte latérale, dans le jardin. Personne ne vous verra. » Grace n'hésita qu'une seconde, puis saisit sa bougie et se précipita vers la petite porte dans un coin de la bibliothèque qui menait au jardin d'hiver. Elle se retourna sur le seuil, et leurs regards se croisèrent. Un long moment de tension, chargé de questions inexprimées. Puis elle disparut, et Arthur resta seul. Il s'approcha de la table, prit en main les Annales de Tacite. Le livre était ouvert au chapitre sur la conspiration des sénateurs contre l'empereur. Un choix de lecture intéressant pour une femme de chambre. Il passa ses doigts sur la page où elle avait posé les siens quelques minutes plus tôt. Dans la marge, une fine note avait été écrite au crayon. Quelques mots en latin. Quotidien ça. La vérité est fille du temps. De qui était cette écriture? Ni la sienne, ni celle de son père. De Grace alors. Mais pourquoi une femme de chambre ferait-elle des annotations dans les livres d'un lord? Les pas se rapprochèrent de la porte de la bibliothèque, et Mr. Johnson, le majordome, apparut dans l'embrasure. L'homme âgé, aux tempes grisonnantes et à l'expression impénétrable, s'arrêta en voyant son maître. « Milord, j'ai entendu des pas et j'ai pensé vérifier. Tout va bien? »« Oui, Johnson, je n'arrivais pas à dormir. J'ai décidé de relire quelque chose. » Le majordome balaya la pièce du regard. Le livre non refermé, les deux bougies, dont l'une venait manifestement de s'éteindre dans le jardin, l'avait-il remarqué? Mais ne dit rien. « Puis-je vous apporter un brandy, milord? »« Non, merci, je vais bientôt monter. » Le majordome s'inclina et se retira, refermant la porte derrière lui. Arthur regarda de nouveau le livre ouvert. Veritas tempori filia. Quel secret gardait Grace Milner? Et pourquoi désirait-il si ardemment connaître la réponse? Grace atteignit sa petite chambre sous les combles, tenant à peine sur ses jambes. Son cœur battait si fort qu'il semblait sur le point de sortir de sa poitrine. Elle ferma la porte derrière elle, s'y adossa et ferma les yeux. Stupide. C'était incroyablement stupide d'aller à la bibliothèque. Mais elle n'avait pas pu résister. Ses livres, l'odeur du vieux cuir et du papier, les textes latins qu'elle avait autrefois connus par cœur, tout cela l'attirait comme un aimant. Dans cette maison, elle pouvait, ne serait-ce qu'un instant, retrouver la vie qu'elle avait perdue. Mais maintenant, Lord Craven savait. Pas tout, bien sûr, mais assez pour commencer à poser des questions. Et les questions étaient dangereuses, très dangereuses. Elle s'approcha de la petite fenêtre qui donnait sur les toits de Londres. Les étoiles scintillaient au-dessus de la ville, indifférentes aux malheurs et aux secrets des hommes. Quelque part là-bas, dans un autre quartier de la ville, se trouvait le manoir où elle était née. Un manoir qui appartenait désormais à d'autres. Un manoir où elle ne pourrait jamais retourner. Grace se frotta l'arête du nez, essuyant des larmes importunes. Non, elle avait fait un serment qu'elle ne romprait pas, quoi qu'il lui en coûte, même s'il fallait regarder Lord Craven dans les yeux et mentir chaque jour jusqu'à la fin de sa vie. Elle s'allongea sur son lit étroit, sans se déshabiller, et fixa le plafond. Le sommeil ne venait pas. Le visage du lord s'imposait à elle, sévère, aux traits marqués, avec des yeux sombres où se lisaient trop de choses. Il était perspicace, dangereusement perspicace. Et s'il commençait à creuser, il ne saura rien, se dit-elle. Personne ne saura rien. J'ai trop bien effacé les traces. Mais même en se répétant ces mots, Grace sentait que quelque chose avait changé cette nuit-là. Quelque chose s'était mis en mouvement, comme la première pierre d'une avalanche. Et il était déjà impossible de l'arrêter. Le matin à Craven House commençait avec une régularité familière. Les domestiques se levaient à l'aube. Et bientôt, les bruits d'une maison qui s'éveille se répandaient dans le manoir. Des pas feutrés dans les couloirs, le frottement des balais, des voix étouffées dans la cuisine. La lumière du soleil filtrait à travers les lourds rideaux de la salle à manger, où l'on dressait le petit déjeuner pour le maître des lieux. Arthur descendit à 8h30, comme à son habitude,
Il avait passé une nuit blanche, ressassant sa rencontre de la veille, et se sentait épuisé, mais la curiosité le tenait éveillé. Au petit déjeuner, il toucha à peine à ses œufs et à ses toasts, feuilletant machinalement le journal du matin, sans voir les mots imprimés. Que tout 1919 was. Cette phrase ne le quittait pas. La vérité est fille du temps. Que signifiait-elle pour Grace? Un avertissement ou un rappel à elle-même? Milord, la voix de Mrs. Harris, l'intendante, le tira de ses pensées. La femme corpulente d'âge mûr, avec un trousseau de clés cliquetant à sa ceinture, se tenait à la porte de la salle à manger. « Permettez-moi de vous demander si tout s'est bien passé ce matin. La femme de chambre a dit que vous n'aviez presque pas touché à votre repas. »« Tout va bien, Mrs. Harris? Je n'ai simplement pas très faim. » L'intendante hocha la tête, mais son regard était attentif. Elle servait dans cette maison depuis l'époque du défunt Lord, le père d'Arthur, et connaissait la famille trop bien pour ne pas remarquer les changements d'humeur de son maître. « Milord, si vous le permettez, je voulais vous parler des affaires de la maison. Nous devons décider des nouveaux rideaux pour le salon. » Arthur l'écoutait d'une oreille distraite, hochant la tête aux moments opportuns, mais ses pensées étaient ailleurs. Où était Grace en ce moment? Quel travail faisait-elle? Et allait-elle l'éviter après la veille? Comme si elle avait entendu ses pensées, la porte de la salle à manger s'entr'ouvrit et une silhouette familière vêtue d'une robe de coton bleu foncé, avec un tablier blanc, se glissa dans la pièce. Grace portait un plateau avec le service à thé, visiblement pour débarrasser la vaisselle sale. Elle entra silencieusement, le regard baissé. La lumière du matin qui entrait par la fenêtre tombait sur son visage, et Arthur remarqua de légères ombres sous ses yeux. Elle aussi avait mal dormi. Ses cheveux étaient relevés en un chignon soigné à la nuque, seule une mèche sombre s'échappant de son bonnet blanc. Ses mouvements étaient montés rapides et assurés. Elle rassembla les assiettes, rangea les couverts en argent, mais ne leva pas une seule fois les yeux vers lui. « Milord, vous m'écoutez » Mrs. Harris Thomas haussa légèrement la voix. « Oui, bien sûr, les rideaux. Commandez ce que vous jugez nécessaire. » L'intendante fronça les sourcils mais se tut. Elle se tourna vers Grace. « Milner, n'oubliez pas de nettoyer l'argenterie dans le grand salon après ça, et vérifiez que tout est en ordre avec les vases à fleurs. Lady Margaret vient cet après-midi. »« Oui, Mrs. Harris. » La voix de Grace était basse mais égale. Elle souleva le plateau et se dirigea vers la sortie. Et c'est à ce moment qu'une des cuillères glissa du bord et tomba sur le sol avec un léger tintement. Grace se figea, puis se pencha rapidement pour la ramasser, mais Arthur fut plus rapide. Il se leva de table, s'approcha d'elle et ramassa la cuillère avant elle. Leurs doigts faillirent se toucher lorsqu'il lui tendit l'objet en argent. Grace leva enfin les yeux, et un instant, leurs regards se croisèrent. Ses yeux gris étaient remplis d'inquiétude. Mais il y avait aussi autre chose, un défi qu'elle essayait de dissimuler derrière la soumission. « Merci, milord, » murmura-t-elle, avant de prendre la cuillère et de sortir rapidement de la pièce. Mrs. Harris la suivit du regard, puis se tourna vers Arthur avec une légère perplexité sur le visage. « Milner est une bonne travailleuse, » dit-elle, bien qu'elle semble parfois un peu distraite. « Distraite ?» répéta Arthur en retournant à sa table. « Eh bien » L'intendante haussa les épaules. « Elle est très appliquée, mais parfois, on dirait qu'elle est dans la lune. Cependant, elle fait son travail impeccablement, je ne peux pas me plaindre. » Arthur hocha la tête, feignant de ne pas s'y intéresser. Mais un plan se dessinait déjà dans son esprit. Il observerait, discrètement, sans insistance. Il découvrirait qui était vraiment Grace Milner. Les jours suivants, Arthur regarda sa maison avec un œil nouveau. Il remarquait Grace partout, polissant le bois de la cheminée du salon, touchant les détails sculptés avec une attention presque révérencieuse, arrangeant les fleurs dans les vases, créant des compositions dignes d'une réception chez une duchesse, parlant aux jeunes femmes de chambre sans jamais élever la voix, mais se faisant obéir sans discussion. Un matin, de la fenêtre de son bureau, il l'observa traverser le jardin avec un panier de linge.
Elle portait une robe lavande pâle, vieille et délavée, mais qui lui allait parfaitement, soulignant sa silhouette délicate. Une taille empire, de longues manches froncées aux épaules, un style simple, mais sur elle. Cela ressemblait à une tenue de magazine de mode. Elle s'arrêta près d'un rosier, cueillit un bouton fané, et ce mouvement, gracieux et fluide, trahissait l'habitude d'une autre vie. Qui lui avait appris à se mouvoir ainsi? Son père instituteur ou quelqu'un d'autre? Le soir même, il y eut une petite réception à la maison. Lady Margaret, la tante d'Arthur, avait insisté pour qu'il reprenne peu à peu une vie mondaine. Quelques voisins, de vieux amis de la famille, seulement 8 personnes à dîner. Arthur avait accepté plus pour se débarrasser de sa parente insistante que par un désir sincère. Les invités se rassemblèrent dans le grand salon. La cheminée flamboyait, projetant des reflets chauds sur les murs tendus de damas doré. Les domestiques servaient du vin et des amuse-gueules. Arthur discutait avec Sir William Holbrook, son voisin, des dernières nouvelles du Parlement, mais gardait un œil sur la porte. Grace apparut avec un plateau de verres en cristal. Cette fois, elle portait la robe noire de femme de chambre, stricte, avec des poignets et un col blanc, les cheveux dissimulés sous un bonnet blanc impeccable. Elle se déplaçait dans la pièce sans bruit, offrant des verres aux invités. Et on la remarquait à peine, une domestique parfaite, se fondant dans le décor. Mais Arthur la remarquait. Il vit comment elle s'attarda un instant sur le portrait au-dessus de la cheminée, celui de son défunt père en uniforme de cérémonie. Quelque chose passa dans ses yeux, de la reconnaissance ou un simple intérêt. « Craven, vous m'écoutez ?» Sir William haussa légèrement la voix. « Et pardonnez-moi, j'étais distrait. » Arthur reporta son attention sur son interlocuteur. « Je disais que j'ai entendu d'étranges rumeurs. Il paraît qu'un certain monsieur est en ville, à la recherche d'une héritière disparue. » Sir William baissa la voix, se rapprochant. « La fille du défunt vicomte Wellingford. » Arthur se raidit. Le vicomte Wellingford était mort 5 ans plus tôt dans des circonstances étranges, laissant d'énormes dettes. Sa femme était décédée encore plus tôt, et leur fille unique. « Je pensais que la fille était morte aussi, » dit-il. C'est ce qu'on disait. Mais maintenant, des rumeurs courent qu'elle est vivante, et que quelqu'un est très intéressé à la retrouver. Holbrook haussa un sourcil significatif. C'est lié à l'héritage. Il s'est avéré que le vieil homme avait une fortune cachée, dont personne ne savait rien. Et maintenant, les parents veulent te la partager entre eux. Mais selon la loi, tout doit revenir à la fille, si elle est en vie. Intéressant, murmura Arthur. Mais ses pensées prirent une autre direction. Le vicomte Wellingford. Il se souvenait vaguement de lui, un homme arrogant aux manières de la vieille école, passionné de littérature classique. Ils s'étaient rencontrés quelquefois au club. Et sa fille, comment s'appelait-elle? Il ne l'avait jamais vue. La jeune fille était tenue à l'écart de la société, éduquée à la maison. Il regarda Grace. Elle se tenait près de la fenêtre, débarrassant les verres vides d'un plateau. Son profil était éclairé par les bougies, et un instant, Arthur l'imagina dans d'autres vêtements. Une robe de soie, des perles au cou, une coiffure ornée de rubans. Il l'imagina, et son cœur manqua un battement. Non, c'était trop incroyable. La fille d'un vicomte devenue servante? Pourquoi? Et pourtant, la soirée s'éternisa. Arthur soutenait les conversations, souriait aux moments opportuns, mais ses pensées n'étaient occupées que par une seule chose. Lorsque les invités partirent enfin, il monta dans sa chambre, mais ne put se résoudre à se coucher. Au lieu de cela, il se rendit à son bureau et sortit de vieux journaux datant de 5 ans. La nécrologie du vicomte Wellingford, une brève note sur sa mort d'une crise cardiaque, une mention des dettes, et une courte ligne à la fin. Le défunt laisse une fille, Grace Elizabeth Wellingford, âgée de 17 ans. Grace. Arthur se renversa dans son fauteuil, sentant un frisson parcourir son dos. Une coïncidence ou il devait savoir.
Mais comment? Une question directe ne ferait que l'effrayer. Il fallait agir plus prudemment. Le lendemain matin, Arthur convoqua délibérément Grace dans son bureau sous prétexte qu'elle devait nettoyer les étagères. Mrs. Harris fut légèrement surprise. C'était habituellement le travail d'autres servantes, mais ne discuta pas. Grace apparut 10 petites minutes plus tard, avec des chiffons et un seau. Elle entra, les yeux baissés, et se dirigea vers les étagères, près de la fenêtre. « Bonjour, Miss Milner », dit Arthur sans lever les yeux de ses papiers. « Bonjour, Milord ». Il l'observa furtivement, feignant de lire une lettre. Grace retirait méthodiquement les livres des étagères, les essuyait, les remettait en place. Ses mains se mouvaient avec assurance, mais il remarqua qu'elle s'attarda un instant sur un volume. Cote 121 de Gibbon. Elle passa ses doigts sur la tranche, comme si elle caressait un vieil ami. « L'histoire vous intéresse, Miss Milner ?» demanda-t-il nonchalamment. Elle sursauta, manquant de faire tomber le livre. « Un peu, milord. Mon père m'en parlait. Votre père était un homme instruit, je suppose. » « Oui, milord. Et que faisait-il ? » »« Vous avez dit qu'il était instituteur. » Pause. Grace continuait d'essuyer les livres, mais ses doigts tremblaient légèrement. Il enseignait dans une école pour garçons, le latin et le grec. Dans quelle école? Dans une petite école privée, dans le Kent. Elle a fermé après sa mort. Arthur hocha la tête, prenant des notes mentales. Elle mentait. Il le sentait à la façon dont elle choisissait ses mots, trop prudemment, trop délibérément. « Vous êtes né dans le Kent ? » ?»« Oui, milord. »« Et comment vous êtes-vous retrouvé à Londres ?» Maintenant, elle se tourna et il vit dans ses yeux une anxiété mal dissimulée. « Après la mort de mon père, je n'avais nulle part où aller. Je suis venu à Londres chercher du travail. Mrs. Harris a eu la bonté de m'accepter. Vous n'avez pas de parents ? » ?»« Non, milord, personne. » Un mensonge. Il le sentait presque physiquement. Mais pourquoi cachait-elle la vérité? Qu'était-il arrivé à la fille du vicomte Wellingford? Et si Grace était bien elle, pourquoi se cachait-elle sous un faux nom? Arthur se leva de son bureau et s'approcha de la fenêtre, regardant le jardin. Grace se figea, ne sachant si elle devait continuer son travail. « Connaissiez-vous mon père ?» demanda-t-il, sans se retourner. « Moi ? Non, milord, je n'ai jamais. Étrange, hier soir j'ai remarqué que vous regardiez son portrait, comme si vous le reconnaissiez. » Silence, puis un léger soupir. « Il était un bel homme, milord. Le portrait est très bien peint. » Arthur se tourna vers elle. Grace se tenait là, serrant un livre contre sa poitrine, et le regardait avec une expression qui brisait le cœur. Un mélange de peur, de détermination et de désespoir silencieux. « Grace ?» dit-il doucement, et elle tressaillit en entendant son prénom sans formalité. « Je ne suis pas votre ennemi. Si vous avez des ennuis, je n'ai pas d'ennuis, milord, » l'interrompit-elle, la voix tremblante. « Je suis juste une servante qui veut faire son travail et vivre tranquillement. Je vous en prie, ne posez plus de questions. » Il y avait une telle supplication dans ses paroles qu'Arthur recula malgré lui. Il vit les larmes briller dans ses yeux, vit comment elle luttait pour ne pas pleurer. « Très bien, » dit-il enfin, « je n'en poserai plus. Mais sachez que si vous avez besoin d'aide, je suis prêt à vous l'offrir. » Grace hocha la tête sans lever les yeux et retourna à ses étagères. Arthur quitta le bureau, la laissant seule. Dans le couloir, il s'arrêta, s'appuyant contre le mur. Que faisait-il? Pourquoi cette femme le troublait-elle autant? Il avait perdu sa femme il y a 2 ans, s'était juré de ne plus jamais ouvrir son cœur, et voilà qu'une servante mystérieuse bouleversait son monde. Mais il était déjà trop tard. Il était pris au piège. Et plus elle cachait de choses, plus il voulait connaître la vérité. Cette nuit-là, Grace ne dormit pas non plus. Assise au bord de son lit, les bras enroulés autour de ses genoux, elle regardait les étoiles par la fenêtre. Lord Craven s'était approché trop près. Il était intelligent, observateur,
Et tôt ou tard, il assemblerait toutes les pièces du puzzle. Et quand il saurait qui elle était, que se passerait-il alors? Elle se souvint de ce jour 5 ans plus tôt. Son père, étendu sans vie dans son bureau. Les créanciers, qui frappaient à la porte. Son oncle, arrivé pour les funérailles, qui lui avait calmement annoncé que tous les biens étaient bien confisqués pour payer les dettes, et qu'elle devait partir. Et il avait ajouté « Cote 122, elle avait disparu, changé de nom, changé d'apparence, appris à servir et était à se taire. Pendant 5 ans, elle n'avait été personne. 5 ans à vivre dans l'ombre, craignant que quelqu'un ne découvre la vérité. Mais maintenant, Lord Craven la regardait, et il y avait trop de compréhension dans son regard. Et le pire, c'est qu'elle commençait à ressentir quelque chose en retour, quelque chose de dangereux, quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Grace ferma les yeux, essayant de chasser ses pensées. Mais le visage de Lord Craven, sévère, attentif, avec des yeux sombres pleins de secrets inexprimés, ne la quittait pas. « Je ne peux pas », murmura-t-elle dans l'obscurité. Côte 124, mais son cœur n'écoutait déjà plus la raison. Le soleil d'avril inondait Londres d'une chaleur inhabituelle. Dans le jardin de Craven House, les tulipes et les narcisses fleurissaient, et l'air était imprégné du parfum des premières roses. Arthur était assis dans son bureau, triant de vieilles lettres de son défunt père, conservées dans un tiroir verrouillé de son secrétaire. Il ne l'avait pas ouvert depuis des années, n'en ayant pas eu la raison. Mais ce matin, alors qu'il avait besoin de documents concernant son domaine dans le Derbyshire, il était tombé sur une liasse d'enveloppes jaunies, nouées par un ruban délavé. La plupart des lettres étaient d'affaires, mais une attira son attention. L'enveloppe était en papier épais, avec un sceau qu'il reconnut, les armoiries du vicomte Wellingford. Arthur déplia lentement la lettre. L'écriture était ample, assurée. Cote 125. Arthur posa lentement la lettre sur la table. Son père aurait donc dû devenir le tuteur de la fille de Wellingford. Mais son père était mort 2 ans avant le vicomte. Et lorsque le vicomte lui-même était décédé, Arthur était sur le continent. Il ne savait rien de cette lettre, rien de cette jeune fille restée sans protection. Si Grace Milner était vraiment Grace Wellingford, il se leva et s'approcha de la fenêtre. En bas, dans le jardin, 2 femmes de chambre étendaient du linge. L'une d'elles était Grace. Il la reconnut à sa posture. Si elle était vraiment la fille du vicomte, cela signifiait qu'elle se cachait depuis 5 ans. Mais pourquoi? De qui se cachait-elle? Il se souvint des paroles de Sir Holbrook sur les personnes qui recherchaient l'enrôlée héritière. S'il la trouvait, que se passerait-il? La prison pour dette, ou pire. On frappa à la porte. Entrez. Mrs. Harris entra, l'air préoccupé. « Milord, excusez mon dérangement, mais un gentleman est arrivé. Un certain Mr. Thomas Henderson. Il a dit qu'il avait une affaire à régler avec vous, concernant la recherche d'une personne disparue. J'ai dit que je n'étais pas sûr que vous le recevriez, mais il insiste. » Arthur sentit un frisson parcourir son dos. Trop de coïncidences. Faites-le entrer dans le petit salon. Je descends dans 1 minute. L'intendante hocha la tête et sortit. Arthur rangea rapidement la lettre du vicomte dans le tiroir et le verrouilla. Puis il ajusta sa cravate et descendit. Mr. Henderson était un homme de petite taille, la quarantaine, aux cheveux blonds clairsemés et aux yeux vifs et calculateurs. Il était vêtu d'un costume de bonne qualité en drap marron foncé. En voyant Arthur, il se leva et s'inclina. « Lord Craven, merci d'avoir accepté de me recevoir. Je suis Thomas Henderson, détective privé. J'ai été engagé par les parents du défunt vicomte Wellingford pour retrouver sa fille. Asseyez-vous, Mr. Henderson. » Arthur désigna un fauteuil et s'assit en face. « Je ne vois pas en quoi je peux vous être utile. » Henderson sortit un petit carnet de sa poche. « Je mène cette enquête depuis plusieurs mois, milord. La fille du vicomte, Grace Elizabeth Wellingford, a disparu peu après la mort de son père. Les parents la croyaient qu'elle est morte, mais des preuves récentes indiquent le contraire.
La jeune fille est en vie, mais se cache sous un faux nom. Pourquoi se cacherait-elle? Henderson eut un petit rire. Parce qu'après la mort du vicomte, tous ses biens ont été saisis pour dette. La fille, en tant qu'unique héritière, est responsable de ses dettes. Si on l'avait trouvée à l'époque, elle aurait fini en prison pour dette. Mais la situation a changé. De quelle manière? On a découvert un testament. Un vieux testament rédigé avant la mort de la femme du vicomte. Il mentionne un coffre de bijoux et de documents, caché dans une cachette du domaine familial. Ce coffre a été trouvé il y a 3 mois. Il contenait des diamants, des titres de propriété à l'étranger et une grosse somme en billets, assez pour couvrir toutes les dettes et laisser un héritage conséquent. Henderson se pencha en avant. Les parents veulent se partager cet héritage. Mais selon la loi, tout doit revenir à la fille. C'est pourquoi ils veulent la retrouver et la convaincre de renoncer à ses droits. Ou la forcer? Demanda froidement Arthur. Henderson haussa les épaules. J'exécute simplement une mission, milord. Mon travail est de trouver la jeune fille. Ce qui se passe ensuite ne me regarde pas. Et quel est le rapport avec moi? J'ai découvert que le défunt Lord Craven, votre père, était un ami proche du vicomte. Il y a des raisons de croire qu'il aurait pu savoir où se trouvait la jeune fille, ou même l'avoir aidée à se cacher. Henderson regarda attentivement Arthur. N'avez-vous rien trouvé dans les papiers de votre père qui pourrait éclaircir cette histoire? Arthur garda un visage impassible. Non, mon père est mort il y a 7 ans. Je ne suis pas au courant de ses affaires privées de l'époque. Je vois. Henderson ne semblait pas convaincu, mais ne discuta pas. Il sortit de sa poche intérieure une feuille de papier pliée et la tendit à Arthur. C'est un portrait robot, fait d'après les descriptions de personnes ayant vu Miss Wallingford dans son enfance. Bien sûr, elle a grandi, a changé, mais les traits principaux devraient être restés. Si vous ou quelqu'un de votre entourage rencontrez une femme ressemblant à ce portrait, je vous serai reconnaissant de m'en informer. Les parents sont prêts à récompenser généreusement celui qui aidera dans les recherches. Arthur prit le dessin et son cœur se serra. L'esquisse était grossière, mais reconnaissable. Un visage fin, des pommettes hautes, un nez droit, de grands yeux. C'était Grace. Plus jeune, avec une coiffure différente. Mais c'était elle. Il plia lentement le papier et le glissa dans sa poche. J'y réfléchirai, Mr. Henderson. Si je me souviens de quelque chose ou si j'apprends quoi que ce soit, je vous le ferai savoir. Je vous remercie, milord. Henderson se leva, laissant sa carte de visite sur la table. J'espère pouvoir compter sur votre aide. La jeune fille ne risque rien. Les parents veulent simplement régler la question de l'héritage. Tout se fera de manière civilisée. Arthur le raccompagna jusqu'à la porte, puis retourna dans le salon et sortit le dessin. Il resta là, regardant le visage de Grace, ses pensées s'agitant. Elle était en danger. Ce Henderson finirait par la retrouver. Et les parents? Cette conversation sur la Sequote 126 Chalos ne lui plaisait pas. S'ils étaient prêts à engager un détective, ils étaient prêts à aller plus loin. Ils devaient la prévenir. Mais comment? S'il lui disait qu'il connaissait son secret, elle prendrait peur, pourrait essayer de s'enfuir. Et s'il se taisait? Arthur serra le dessin dans son poing. Non, il ne pouvait pas se taire. Pas alors qu'elle était en danger. Grace finit d'étendre le linge et rentra dans la maison par l'entrée de service. Ses mains étaient humides et rougies par l'eau froide. Son dos lui faisait un peu mal. Elle se dirigea vers la cuisine pour aider la cuisinière. Mais dans le couloir, Mrs. Harris l'arrêta. Milner, le Lord vous demande de monter à son bureau. Grace se figea. Son cœur manqua un battement. Maintenant, Mrs. Harris? Oui, immédiatement. Et arrangez-vous un peu. Vous avez l'air d'un épouvantail. Grace se rendit rapidement dans sa chambre, enleva son tablier, se lava le visage, arrangea ses cheveux. Ses mains tremblaient en nouant un tablier propre. Que pouvait-il bien se passer? Pourquoi le Lord voulait-il la voir? Elle monta au 2e étage et frappa à la porte du bureau. Entrez. Grace entra et referma la porte derrière elle.
Lord Craven se tenait près de la fenêtre, le dos tourné. Ses épaules étaient tendues, ses mains croisées dans le dos. Le silence dura si longtemps qu'elle ne put le supporter. « Milord, vous vouliez me voir. » Il se tourna, et l'expression de son visage la glaça. Ce n'était pas de la colère, c'était autre chose. De l'inquiétude, de la détermination. « Grace, dit-il, et de nouveau son prénom sans formalité sonna étrangement intime. J'ai besoin de vous parler, et je vous en prie, cette fois, soyez honnête avec moi. Elle recula d'un pas, serrant ses mains contre sa jupe. Milord, je ne comprends pas. Votre véritable nom est Grace Elizabeth Wellingford. Vous êtes la fille du défunt vicomte. Il prononça ces mots calmement, sans accusation, comme une simple constatation. Le monde tourna autour d'elle. Grace s'agrippa au dossier d'une chaise, sentant ses jambes se dérober. Non, non, ce n'était pas possible. Comment l'avait-il découvert? Non, vous vous trompez. Cessez, l'interrompit-il doucement. Je sais, et je n'ai pas l'intention de l'utiliser contre vous. Mais vous devez savoir qu'on vous recherche. Un homme vient de partir, un détective privé engagé par vos parents. Il m'a montré votre portrait. Grace se couvrit le visage de ses mains, essayant de maîtriser la panique qui la submergeait. Tout était fini. 5 ans de clandestinité, 5 ans de peur, et tout s'effondrait en un instant. Ils veulent pas me mettre en prison pour dette, murmura-t-elle à travers ses doigts. Mon père a laissé d'énormes dettes. Je suis la seule héritière. S'il me trouve... Non. Arthur s'approcha d'elle, et elle sentit ses mains se poser doucement sur ses épaules. Écoutez-moi. La situation a changé. On a retrouvé un testament de votre père. Un coffre avec des bijoux et des documents. Il y a assez pour couvrir toutes les dettes. Vous ne devez rien à personne. Grace baissa lentement les mains et le regarda. Ses yeux étaient sombres, sérieux, pleins d'une sincérité qui l'effrayait plus que n'importe quelle menace. Mais alors pourquoi? Pourquoi me cherche-t-il? L'héritage. Les parents veulent que vous renonciez à vos droits en leur faveur. Ses mains se resserrèrent sur ses épaules. Et je ne suis pas sûr qu'ils soient prêts à accepter un refus. Grace sentit les larmes couler sur ses joues. Toutes ces années, elle avait fui les dettes, vécu dans la misère et la peur, alors qu'en réalité, elle était riche. Et maintenant, les mêmes personnes qui lui avaient conseillé de disparaître voulaient lui prendre ce qui lui revenait de droit. « Que dois-je faire » murmura-t-elle. « Je ne peux pas fuir à nouveau. Je suis si fatiguée de fuir. » Arthur la serra contre lui et elle ne résista pas. Elle appuya son front contre sa poitrine, entendant son cœur battre sous le tissu de son gilet. Ses bras l'enlaçaient avec précaution, comme s'il craignait qu'elle ne se brise. « Vous resterez ici, dit-il à voix basse, sous ma protection. Je ne les laisserai pas vous emmener. Mon père avait promis au vôtre de devenir votre tuteur. Il n'a pas pu tenir cette promesse, mais je la tiendrai pour lui. » Grace leva la tête, le regardant en face. Ils étaient en si proches qu'elle pouvait voir les paillettes dorées dans ses yeux sombres. La fine cicatrice au-dessus de son sourcil, la ligne tendue de ses lèvres. « Pourquoi » demanda-t-elle. « Pourquoi voulez-vous m'aider » Il la regarda longuement, et quelque chose dans ce regard fit battre son cœur plus vite. « Parce que c'était la chose à faire, » répondit-il enfin, « et parce que... » Il hésita, comme s'il n'était pas sûr de devoir continuer. « Parce que je ne supporte pas de vous voir souffrir. » L'air entre eux s'épaissit. Grace réalisa que ses mains étaient toujours sur sa taille, que ses paumes reposaient sur sa poitrine, qu'il n'y avait que quelques centimètres entre leurs visages. Il suffirait de se hisser sur la pointe des pieds. Elle s'écarta brusquement, faisant un pas en arrière. Son cœur battait à tout rompre. C'était de la folie. Il était un lord, elle était une servante. Non, pas une servante, la fille d'un vicomte. Mais quelle différence! Elle était sans le sou, sans position, sans avenir. « Pardonnez-moi, souffla-t-elle. Je n'aurais pas dû... » Grace,
Sa voix l'arrêta. « Vous n'avez pas à vous excuser. C'est moi qui ai franchi les limites. » Elle secoua la tête, incapable de trouver ses mots. Les émotions se bousculaient en elle. Le soulagement que son secret soit révélé, la peur de l'avenir, et cette nouvelle et effrayante attirance pour l'homme qui lui offrait sa protection. Que va-t-il se passer maintenant? Demanda-t-elle en s'enlaçant les bras. Maintenant, nous allons décider de la marche à suivre. Arthur retourna vers son bureau comme pour tenter lui aussi de maîtriser ses émotions. Vous avez droit à l'héritage de votre père. Mais pour faire valoir vos droits, il faut vous déclarer officiellement. Et cela signifie que vos parents sauront où vous êtes. Ils prendront tout, dit Grace amèrement. Ils trouveront un moyen, l'argent, les relations. Je n'ai rien de tout ça. Moi, si, objecta calmement Arthur. Et si vous me le permettez, je les utiliserai pour protéger vos droits. Grace le regarda, n'en croyant pas ses oreilles. Pourquoi cet homme, presque un inconnu, était-il prêt à prendre de tels risques pour elle? Je ne peux pas vous demander ça. Vous ne le demandez pas. Je le propose. Il s'approcha et il y avait quelque chose d'inébranlable dans ses yeux. Grace, votre père faisait confiance au mien. Laissez-moi honorer cette confiance. Elle voulait refuser. Elle voulait dire qu'elle s'en sortirait seule. Mais la fatigue de 5 ans de mensonges, de 5 ans de peur, s'abattit sur elle, et elle céda. « D'accord, » murmura-t-elle. « D'accord. » Un soulagement passa sur le visage d'Arthur. « Alors, voici ce que nous allons faire. Vous continuerez à vivre ici, mais pas comme une servante. J'annoncerai que vous êtes une parente éloignée venue nous rendre visite. Cela mettra fin au commérage et nous donnera le temps de nous préparer. » Mais c'est les domestiques. Ils savent, les domestiques se tairont si je leur donne. Et Mrs. Harris sait garder un secret. Il lui prit la main, et la chaleur de sa paume lui parut si rassurante. « Faites-moi confiance, Grace. S'il vous plaît. » Elle regarda leurs doigts entrelacés. Sa main était grande, forte, marquée de vieilles cicatrices. La sienne petite, la peau rougie par le travail. 2 mondes différents, unis dans ce simple contact. « Je vous fais confiance, » dit-elle doucement. Et à cet instant, quelque chose changea entre eux pour toujours. La transformation se produisit en une nuit, mais elle eut l'effet d'un tremblement de terre. Arthur ordonna que Grace soit transférée de sa chambre mansardée aux appartements de l'aile est. Ceux-là même sont qui étaient vides depuis la mort d'Élisabeth. Mrs. Harris accueillit la nouvelle avec un visage de pierre, mais ses yeux trahissaient son étonnement. Les autres domestiques chuchotaient dans la cuisine, échafaudant des hypothèses. Mais un ordre du maître était un ordre. Grace se tenait au milieu de sa nouvelle chambre, n'en croyant pas ses yeux. La pièce était immense, 10 fois plus grande que son ancien logement. De hauts plafonds moulurés, des fenêtres allant du sol au plafond, avec vue sur le jardin. Un lit à baldaquin en soie bleu pâle, une coiffeuse en acajou, des fauteuils près de la cheminée. « Mrs. Harris, c'est trop », murmura-t-elle en se tournant vers l'intendante. « Je ne peux pas. » Milord a insisté, répondit sèchement la femme. Il a dit que vous étiez une cousine éloignée venue de la province et que vous seriez notre invitée pour une durée indéterminée. Il a également dit que vous deviez être traité comme un membre de la famille. Son ton n'exprimait ni approbation ni condamnation, seulement la constatation d'un fait. Grace hocha la tête avec gratitude. « Je comprends que cela puisse paraître étrange. Il ne m'appartient pas de juger, Miss Wellingford. » Mrs. Harris l'appela pour la première fois par son vrai nom, et Grace tressaillit. « Milord est un homme bon. S'il a décidé de vous aider, il doit y avoir une raison. Mary, la femme de chambre, sera à votre service. Elle est jeune, mais fiable, et sait tenir sa langue. Je vous remercie. » L'intendante s'attarda à la porte. « Mademoiselle, pardonnez mon audace, mais soyez prudente. Le grand monde ne pardonne pas les erreurs. Et Lord Craven est seul depuis trop longtemps. Les gens parleront. Je sais,
répondit doucement Grace, et je ferai de mon mieux pour ne pas nuire à sa réputation. Quand Mrs. Harris fut partie, Grace s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre. Ses mains tremblaient. Tout se passait trop vite. Hier encore, elle était une servante. Et aujourd'hui, qui était-elle? Une invitée, une pupille, ou quelque chose d'autre, à quoi elle n'osait même pas penser. On frappa à la porte. Une jeune femme de chambre entra avec une brassée de robe. « Miss Wellingford, Milord m'a demandé de vous apporter des vêtements. Cela appartenait à la défunte Lady Craven. Il a dit que vous étiez à peu près de la même taille. » Grace se figea. Porter les robes de la femme décédée, cela semblait déplacé, presque sacrilège. « Mary, je ne peux pas. » Milord a dit que Lady Craven aurait été heureuse, que ses affaires s'y servent une bonne cause, dit doucement la jeune fille. Et vous n'avez pas d'autres vêtements, à part. Elle se tut, n'osant pas dire. Cote 127. Grace s'approcha lentement du lit où Mary avait étalé les robes. Il y en avait 6, de jour et de soirée. L'une attira son attention. En fine laine couleur ivoire, avec une taille haute et de longues manches froncées, avec élégance aux épaules. Une broderie de fil d'or ornait l'ourlet et l'encolure. Simple mais élégante, exactement ce qu'on pouvait porter en journée à la maison. « Celle-ci est jolie, » dit Mary. « On l'essaie ?» Grace hocha la tête. La jeune fille l'aida à se déshabiller et à revêtir la nouvelle robe. Le tissu était doux, agréable sur la peau, et lorsque Mary eut boutonné les petits bandes et les petits boutons dans le dos et ajusté les plis, Grace s'approcha du grand miroir. La femme qui la regardait dans le reflet était une inconnue. La robe lui allait à merveille, soulignant sa silhouette sans être provocante. Sans la mousseline grise et le tablier, les cheveux dénoués que Mary commençait à coiffer, elle ressemblait à une dame, à la jeune fille qu'elle avait été, avant la chute de son père. « Vous êtes magnifique, mademoiselle, » murmura Mary avec admiration. Grace passa la main sur le tissu, ressentant un étrange mélange de culpabilité et de soulagement. Elle portait de nouveau un masque, mais cette fois, un masque différent. Celui d'une noble dame au lieu de celui d'une servante. Lequel des deux était le vrai? Arthur ne vit pas Grace avant le soir. Il évita délibérément de monter dans l'aile est, lui laissant le temps de s'habituer. Mais au déjeuner, lorsque Mrs. Harris rapporta que Miss Wellingford se sentait mal à l'aise et demandait la permission de déjeuner dans ses appartements, il ne put se retenir. « Dites à Miss Wellingford que je l'attendrai pour le dîner dans la petite salle à manger à 7 heures. » L'intendante s'inclina et se retira, et Arthur resta seul avec ses pensées. Que faisait-il? Il avait invité chez lui une jeune femme dont le passé était entouré de mystères, dont la présence susciterait des commérages. Et maintenant, il ne pouvait penser à rien d'autre. Il était comme obsédé par ses yeux, sa voix, sa façon de se tenir malgré la peur. Élisabeth était morte il y a 2 ans. Leur mariage n'avait pas été malheureux, mais il n'y avait pas eu de passion, une union de convenance entre 2 familles nobles, une affection tranquille qui ne s'était jamais transformée en sentiment profond. Quand elle était morte en couches avec leur enfant, Arthur avait porté le deuil, mais un deuil feutré, presque formel. Il avait fermé l'ailette, verrouillé les portes et décidé de ne plus jamais ouvrir son cœur. Et maintenant, Grace dormait dans ses chambres, portait les robes d'Élisabeth, et cela ne provoquait en lui rien d'autre qu'un étrange soulagement, comme si le fantôme du passé l'avait enfin libéré. À 7h moins 5, il descendit dans la petite salle à manger. La cheminée était allumée, des bougies brûlaient dans des candélabres en argent, et une odeur de gibier rôti venait de la cuisine. Il se versa un verre de vin et s'approcha de la fenêtre, regardant le jardin qui s'assombrissait. Les 7 coups sonnèrent. La porte s'ouvrit. Arthur se retourna et oublia de respirer. Grace se tenait sur le seuil, dans la robe couleur ivoire, qu'il se souvenait avoir vue sur Élisabeth, mais sur elle. Elle était complètement différente. La broderie dorée scintillait doucement à la lueur des bougies. Ses cheveux étaient relevés en une coiffure haute, dégageant son cou gracieux, et quelques boucles sombres tombaient sur ses tempes.
Elle tenait ses mains jointes devant elle, et sa posture trahissait une certaine incertitude. Mais son dos était droit, son menton levé. « Pardonnez-moi si je vous ai fait attendre. » Sa voix tremblait. Arthur fit un pas en avant, incapable de détacher son regard. « Vous êtes magnifique. » Une légère rougeur colora ses joues. Mary a fait de son mieux. Je me suis à peine reconnu dans le miroir. « Mais c'est bien vous, » dit-il doucement. « La vraie vous, celle que vous auriez dû être toutes ces années. » Grace baissa les yeux, et il vit ses cils trembler. Il s'approcha, lui tendit la main. « Permettez-moi de vous accompagner à table. » Elle posa ses doigts sur sa paume, un contact léger, presque immatériel, mais qui le brûla comme une flamme. Il la fit asseoir en face de lui, et les serviteurs commencèrent à servir le dîner. Les premières minutes se passèrent en silence. Grace ne mangeait presque pas, se contentant de déplacer les morceaux de faisan dans son assiette. Arthur voyait ses épaules tendues. « Grace, commença-t-il doucement, nous sommes seuls ici. Vous n'avez pas avis à avoir peur. » Elle leva les yeux, et des larmes brillaient au coin de ses paupières. « Je ne sais pas comment faire, » avoua-t-elle. « J'ai fait semblant d'être quelqu'un d'autre pendant si longtemps que j'ai oublié comment être moi-même. Comment m'asseoir à table, comment converser. C'est comme si je portais une robe qui n'est pas à ma taille. » Arthur se renversa sur le dossier de sa chaise, étudiant son visage. « Parlez-moi de vous, de la vraie Grace Wallingford, celle qui existait avant que tout ne s'effondre. » Elle se tut, puis commença lentement à parler. « J'ai grandi dans le domaine de mon père, dans le Surrey. Nous avions une grande maison, une bibliothèque, des jardins. Mon père adorait l'Antiquité. Il collectionnait les livres, les manuscrits. Ma mère est morte quand j'avais 10 ans. Et après cela, il est devenu encore plus renfermé. J'étais sa seule joie. Il m'a tout appris. Le latin, le grec, l'histoire, la philosophie. Il disait qu'une femme instruite était une rareté que le monde n'appréciait pas, mais qui avait de la valeur en soi. Sa voix devenait plus douce, plus chaude, en se souvenant de son père. Nous passions nos soirées dans la bibliothèque, à lire Virgile et Cicéron. Il me parlait de Rome, des grands empereurs et des philosophes. J'étais heureuse, à l'époque. Je ne me doutais pas qu'il jouait, que les dettes s'accumulaient, que tout cela allait bientôt finir. Vous l'aimiez, dit simplement Arthur. Énormément, malgré tout. Une larme coula sur sa joue, et elle l'essuya. Quand il est mort, quand mon oncle m'a dit que je devais disparaître, je l'ai cru. Je pensais que c'était le seul moyen. Mais maintenant, je comprends qu'il voulait juste se débarrasser de moi pour s'approprier ce qui restait. Votre oncle, c'est-il l'un de ceux qui vous recherchent? Oui, Thomas Wallingford, le frère cadet de mon père. Il l'a toujours jalousé, a toujours pensé que le titre aurait dû lui revenir. Une amertume colora ses paroles. Et maintenant, il a sa chance. Arthur se pencha en avant, et sa voix se fit plus dure. Il n'obtiendra pas ce qu'il veut. Je vous en donne ma parole. Grace le regarda longuement, le regard plein de gratitude et de quelque chose d'autre, quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle doucement. « Vous risquez beaucoup pour moi, et moi, je n'ai rien à vous offrir en retour. » Arthur voulut parler de son devoir envers la mémoire de son père, d'honneur et de promesse. Mais les mots qui franchirent ses lèvres furent différents, parce que lorsque je vous regarde, pour la première fois en 2 ans, je me sens vivre, parce que vous avez réveillé en moi quelque chose que je croyais mort. Un silence lourd et tendu s'installa entre eux. Grace ne détournait pas les yeux, et dans son regard se reflétaient en ses propres sentiments. La peur, le désir, l'impossibilité. « Milord ». Arthur, elle l'appela pour la première fois par son prénom, et le son de ce nom sur ses lèvres était doux comme le miel. « Nous ne devrions pas. »« Je sais, » l'interrompit-il. « Vous êtes ma pupille. Vous dépendez de ma protection. Il serait mal. »« Mais c'est là, termina-t-elle pour lui. C'est là et nous le sentons tous les deux. »
Arthur ferma les yeux, luttant contre l'envie de se lever, de contourner la table, de la serrer contre lui. Mais il ne le pouvait pas. Elle avait raison. Tant qu'elle était sous sa protection, tant que sa situation était précaire, tout rapprochement serait une exploitation de sa vulnérabilité. « Alors nous lutterons contre cela, dit-il d'une voix rauque, jusqu'à ce que votre affaire soit réglée, jusqu'à ce que vous soyez libre. Et après, murmura-t-elle, après, nous verrons. » Le reste du dîner se déroula dans un silence tendu, rempli de non-dits. Lorsque les serviteurs eurent en débarrassé et qu'Arthur accompagna Grace à ses appartements, leurs doigts se frôlèrent n'étaient près des portes de l'aile est, un contact bref mais brûlant. « Bonne nuit, Grace. »« Bonne nuit, Arthur. » Il resta longtemps dans le couloir après que la porte se fut refermée, écoutant les bruits derrière elle. Et lorsqu'il rejoignit enfin ses propres appartements, il sut qu'il ne dormirait pas. Le matin apporta une visite inattendue. Lady Margaret, la tante d'Arthur, débarqua sans prévenir, comme à son habitude. Grande, autoritaire, la soixantaine, vêtue d'une robe bordeaux foncée avec un col en dentelle et un chapeau orné de plumes, elle fit irruption dans le salon tel un général sur un champ de bataille. « Arthur, j'ai entendu des choses incroyables. » Annonça-t-elle d'emblée. « Mrs. Darcy de la maison voisine m'a informé que tu héberges une jeune personne. Une cousine, comme tu l'appelles. Mais je ne me souviens d'aucune cousine dans notre famille. » Arthur, qui lisait le journal près de la cheminée, le posa lentement. « Bonjour, ma tante, heureux de te voir. »« Ne te dérobe pas, » dit-elle en s'asseyant en face de lui, transperçant son neveu de son regard acéré. « Qui est-ce que cette jeune fille? Et que fait-elle ici ?» À cet instant, la porte s'entr'ouvrit et Grace entra. Elle portait une robe de velours vert foncé à manches longues et au décolleté modeste, ses cheveux tressés en couronne sur sa tête. En voyant la dame inconnue, elle se figea. « Pardonnez-moi, je ne savais pas que vous aviez de la visite. »« Entrez, Grace, » dit Arthur en se levant. « Voici ma tante, Lady Margaret. »« Ma tante, permettez-moi de vous présenter Miss Grace Wellingford, la fille du défunt vicomte Wellingford. » Lady Margaret O'Hara haussa les sourcils si haut qu'ils disparurent presque sous son chapeau. « Wellingford ? Ce Wellingford qui est ce mort couvert de dettes. Mais je pensais que sa fille... »« La fille est en vie et sous ma protection, » déclara fermement Arthur. La tante examina lentement Grace de la tête aux pieds, un regard évaluateur mais pas malveillant. Grace se tenait avec dignité, bien qu'Arthur vît ses doigts blanchir en se crispant sur sa jupe. « Approche, mon enfant, » dit enfin Lady Margaret. Grace s'approcha et fit une révérence, profonde, impeccable, qui trahissait des années d'apprentissage de l'étiquette. « Lady Margaret, c'est un honneur de faire votre connaissance. » La tante eut un petit rire. « Au moins, tu as des manières. Assieds-toi, toi, et raconte-moi comment la fille d'un vicomte s'est retrouvée dans la maison de mon neveu. » Grace jeta un regard rapide à Arthur. Il hocha à peine la tête, un signe signifiant « Fais-moi confiance. » Après la mort de mon père, commença prudemment Grace, je me suis retrouvée seule. Les dettes de la famille étaient considérables. Et on m'a conseillé de me cacher jusqu'à ce que la situation se règle. J'ai vécu modestement, sous un autre nom. Et j'ai appris récemment que le défunt Lord Craven avait promis à mon père de devenir mon tuteur en cas de sa mort. Lorsque je me suis adressé à l'actuel Lord Craven, il a été assez noble pour honorer la promesse de son père. C'était la vérité, mais pas toute la vérité. Lady Margaret le comprit manifestement, mais décida de ne pas creuser davantage. « Et où as-tu vécu toutes ces années ?»« J'ai travaillé, » répondit doucement Grace. « Travaillé ?» La tante se tourna vers Arthur. « Elle a travaillé ? La fille d'un vicomte ? » « Oui, » confirma calmement Arthur. « Elle a survécu par le seul moyen qui lui était accessible. Et pour cela, elle mérite le respect, pas le jugement. » Lady Margaret le regarda longuement, puis se tourna de nouveau vers Grace.
Et soudain, un sourire presque imperceptible apparut sur son visage. « Eh bien, Arthur, tu commences enfin à vivre. Pendant 2 ans, tu as erré comme un fantôme. Et maintenant ?» Elle ne termina pas sa phrase, mais le sens était clair. « Miss Wallingford, si mon neveu t'a prise sous sa protection, c'est que tu as de la chance. C'est une tête de mule, mais il est honnête. Cependant, sache que le grand monde ne pardonnera pas un scandale. Si tu restais ici sans chaperon adéquat, les rumeurs se répandront dans tout Londres en 1 semaine. » Grace pâlit et Arthur fronça les sourcils. « Que suggères-tu ? » ?»« Je suggère de m'installer ici pour un temps, » répondit imperturbablement la tante. « Je serai la chaperonne de Miss Wallingford. Ainsi les convenances seront respectées. Une vieille veuve, une jeune fille, un noble tuteur. Personne n'osera dire un mot de travers. » Arthur voulut protester. La présence de sa tante signifiait la fin de leur fragile intimité, la fin des soirées tranquilles et des conversations à cœur ouvert. Mais il comprenait qu'elle avait raison. La réputation de Grace était plus importante que ses désirs personnels. « Tu as raison, » admit-il. « Je te remercie. » Lady Margaret se leva, ajustant son chapeau. « Je m'installe demain. En attendant, Miss Wallingford, allons nous promener dans le jardin. J'ai besoin de savoir à qui j'ai affaire. » Grace se leva, jetant un regard suppliant à Arthur, mais il ne fit que lui sourire pour l'encourager. Lorsque les femmes furent sorties, il se laissa tomber dans un fauteuil et se couvrit le visage de ses mains. Tout se compliquait. Et il n'était pas sûr que ce soit une bonne ou une mauvaise chose. Lady Margaret s'installa à Craven House le lendemain avec une telle quantité de bagages qu'on aurait dit qu'elle comptait rester 1 an. Les domestiques allèrent et venaient, transportant des malles, des boîtes à chapeaux et même une cage avec un canari que la tante refusait catégoriquement de laisser chez elle. « Cet oiseau me tient compagnie le matin », expliqua-t-elle à Arthur, qui observait ce spectacle avec une horreur mal dissimulée. « Et n'ose pas dire qu'il va déranger. Mr. Pip est un gentleman et sait quand il doit se taire. » Grace observait la scène depuis la fenêtre du salon, et pour la première fois depuis de nombreux jours, un sourire jouait sur ses lèvres. Lady Margaret était comme un ouragan, bruyante, autoritaire. Mais il y avait quelque chose de désarmant dans sa franchise. Le soir de son premier jour, la tante organisa ce qu'elle appela Snaakot 29 jaar. Tous 3 se réunirent dans le petit salon, Arthur près de la cheminée, Grace sur le canapé dans une robe de mousseline rose à manches bouffantes et un ruban de satin blanc sous la poitrine, et Lady Margaret dans un fauteuil, d'où elle dirigeait la conversation comme un général menant une bataille. « Bien » commença-t-elle en sirotant son thé dans une fine tasse de porcelaine. « Nous devons décider de la suite. Miss Wallingford, tes parents te cherchent. Se cacher est inutile, tôt ou tard. Ils sauront où tu es. Il faut donc agir les premiers. Et j'ai déjà contacté un avocat, dit Arthur. Sir James Whitfield, l'un des meilleurs de Londres. Il étudie les documents de l'affaire Wallingford. Bien. Mais les batailles juridiques sont longues. Lady Margaret plissa les yeux. Et pendant ce temps, la jeune fille doit apparaître en société. Si nous la gardons enfermée, cela éveillera les soupçons. Les gens commenceront à penser qu'elle a quelque chose à cacher. Grace serra sa tasse dans ses mains. Mais je ne peux pas. Je ne suis pas prête à rencontrer ceux qui ont connu ma famille. Et si quelqu'un me reconnaît? Et alors? Trancha la tante. Tu n'es pas une criminelle. Tu es une victime des circonstances, et il n'y a rien de honteux à avoir survécu par le seul moyen qui t'était accessible. Nous te présenterons à la société comme une parente éloignée, qui a longtemps vécu en province et qui n'est revenue que récemment. Arthur est ton tuteur, je suis ta chaperonne. Tout est convenable, tout est dans les règles. Mais mon oncle, s'il l'apprend, ton oncle est une canaille qui t'a abandonné à ton sort, dit sèchement Lady Margaret. Et s'il se présente ici, je le mettrai personnellement à la porte. J'ai plus de relation que lui, sois-en certaine. Arthur quitta son verre et s'approcha de Grace. Il s'agenouilla près du canapé, de sorte que leurs visages soient au même niveau. « Grace, ma tante a raison. Se cacher n'est pas une solution. Mais nous n'allons pas nous précipiter. Commençons petit.
Après-demain, Lady Catherine Harrington donne une réception chez elle, une petite réunion d'une trentaine de personnes. Ce sera une bonne occasion de te présenter à quelques personnes. Je serai à tes côtés, et ma tante aussi. Grace plongea son regard dans ses yeux sombres, pleins de détermination et de quelque chose d'autre, une chaleur qui faisait battre son cœur de manière irrégulière. Depuis que Lady Margaret s'était installée, il n'avait presque plus été seul. Chaque regard, chaque contact fortuit se produisait désormais sous l'œil vigilant de la tante. Et cette proximité, qui ne pouvait se concrétiser, était une douce torture. « D'accord, » murmura-t-elle. « Je vais essayer. » Arthur lui serra la main, rapidement, presque imperceptiblement, puis se releva et s'éloigna vers la fenêtre. Lady Margaret observait cet échange avec une expression indéchiffrable. Les 2 jours précédant la réception passèrent dans une grande agitation. Lady Margaret prit en charge la préparation de Grace pour sa sortie dans le monde. Elle fit venir une modiste, fit retoucher plusieurs robes de la défunte Lady Craven à la taille durée de Grace et en commanda 2 nouvelles. La mousseline rose est bien pour la maison, mais pour une réception, il faut quelque chose de plus impressionnant, déclara-t-elle en examinant les tissus que la modiste avait étalés dans le salon. Celui-ci, elle choisit un coupon de soie à couleur aiguë marine. Avec cette couleur de cheveux et d'yeux, tu seras une vision. Grace se tenait debout, pendant que la modiste prenait ses mesures, se sentant comme une poupée. Mais il y avait aussi quelque chose d'agréable dans tout cela. L'attention, les soins, le sentiment qu'on pensait à elle. Pendant 5 ans, elle n'avait été personne. Maintenant, elle redevenait quelqu'un. Arthur se montrait rarement. Il était occupé par des rendez-vous avec son avocat, des déplacements en ville, les affaires du domaine. Mais Grace surprenait ses regards au petit déjeuner, au déjeuner. Des regards longs, intenses, pleins d'un désir inexprimé. Et chaque fois que leurs yeux se croisaient, l'air entre eux s'épaississait, et il devenait difficile de respirer. Un soir, alors que Lady Margaret s'était retirée dans ses appartements avec une migraine, Grace descendit à la bibliothèque. Elle n'y était pas retournée depuis cette nuit où tout avait commencé, et y revenir maintenant semblait juste, comme pour boucler la boucle. La pièce était silencieuse, éclairée seulement par le clair de lune qui filtrait par les hautes fenêtres. Grace s'approcha de l'étagère où elle avait trouvé les annales de Tacite, passa ses doigts sur les tranches, et se figea en entendant des pas derrière elle. « Vous n'arrivez pas à dormir ?» La voix d'Arthur était basse, rauque. Grace se retourna lentement. Il se tenait à la porte, vêtu d'une robe de chambre en velours bleu nuit, par-dessus une chemise blanche, les cheveux légèrement en désordre, comme s'il s'était agité dans son lit. À la faible lueur de la lune, son visage semblait sculpté dans le marbre. « Je pensais que tout le monde dormait, » murmura-t-elle. « Moi non plus. Je ne dors pas. » Il entra dans la bibliothèque, refermant la porte derrière lui. Trop de pensées. « À quoi pensez-vous » Il s'approcha et Grace sentit l'odeur de son duo de Cologne, quelque chose de boisé, avec des notes de santal. Son cœur s'accéléra. « À vous, » répondit-il honnêtement. « Toujours à vous. Depuis le jour où je vous ai vu ici, un livre à la main, je ne peux pas vous chasser de mon esprit à Grace. » Elle ferma les yeux, luttant contre l'envie de faire un pas vers lui, de se blottir contre lui, de sentir la chaleur de son corps. « Nous ne devrions pas. Lady Margaret dort à l'étage. Si quelqu'un nous voyait, je sais. » Sa voix était pleine de la même torture. « Je sais que je n'ai même pas le droit de vous regarder ainsi. Vous êtes ma pupille. Je dois vous protéger. Et non, me désirer, » termina-t-elle en ouvrant les yeux. Leurs regards se croisèrent, et Arthur fit un pas en avant, réduisant la distance entre eux à quelques centimètres. Grace voyait sa poitrine se soulever, la ligne de sa mâchoire se tendre. Les reflets de la lune dansaient dans ses yeux sombres. « J'essaie d'être noble, » allaitta-t-il. « Mais chaque jour, c'est de plus en plus difficile. »« Alors n'essayez pas, » murmura-t-elle en levant la main pour toucher sa joue.
Le contact de ses doigts fédois fut comme une étincelle sur de la poudre. Arthur expira, couvrit sa paume de la sienne, la pressa contre son visage. Il ferma les yeux, et elle vit ses cils trembler. « Grace, si je commence, je ne pourrai pas m'arrêter. Alors ne vous arrêtez pas. » Il l'attira à lui brusquement, désespérément. Une main glissa sur sa taille, l'autre se perdit dans ses cheveux, faisant tomber les épingles. Grace suffoqua de surprise. Mais aussitôt, elle enlaça son cou de ses bras, se pressant contre lui. Leurs fronts se touchèrent, leurs souffles se mêlèrent. Et un instant, le temps sautant s'arrêta. « Dites-moi d'arrêter », murmura-t-il, ses lèvres si proches qu'elle sentait leur mouvement. « Et non », expira-t-elle. Arthur l'embrassa, lentement, tendrement, comme s'il craignait qu'elle ne se brise. Ses lèvres étaient chaudes, leur goût sucré, et Grace sentit le monde entier se réduire à cet instant, à ce contact. Elle n'avait jamais embrassé personne auparavant, mais son corps savait instinctivement quoi faire. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, ses mains glissèrent dans ses cheveux, et le baiser s'approfondit, devint avide, exigeant. Arthur la plaqua contre une bibliothèque, et Grace poussa un petit cri de surprise. Mais le son fut absorbé par sa bouche. Ses mains parcouraient Nard son dos, sa taille, laissant une traînée brûlante même à travers le tissu de sa robe. Elle répondit avec la même passion, s'agrippant au pan de sa robe de chambre, l'attirant plus près, désirant plus. Quelque part dans la maison, une latte de plancher grinça. Ils se figèrent, haletants. Arthur s'écarta brusquement, et le froid s'engouffra entre eux. Grace s'appuya contre l'étagère, les jambes flageolantes, les lèvres en feu. « Quelqu'un vient », murmura-t-il en tendant l'oreille. Des pas dans le couloir, mesurés, lourds. Le majordome ou l'un des serviteurs? Arthur ajusta rapidement sa robe de chambre, passa une main dans ses cheveux. Grace tenta de remettre en place sa coiffure défaite, mais quelques boucles tombaient obstinément sur ses épaules. Ils se regardèrent, et dans leurs yeux se lisait à la fois le regret et le soulagement. « Je dois y aller », dit-il d'une voix rauque, avant de perdre le peu de raison qu'il me reste. « Arthur, ne dites rien. » Il leva la main pour l'arrêter. « Si vous dites quelque chose maintenant, je ne pourrai pas partir, et je le dois, pour vous. » Il se retourna et quitta la bibliothèque, la laissant seule dans l'obscurité. Grace se laissa glisser au sol, enlaçant ses genoux. Son cœur battait si fort qu'il semblait sur le point de sortir de sa poitrine. Ses lèvres gardaient encore le goût de son baiser, et tout son corps était en feu. Qu'avait-il fait? Et comment vivre avec cela maintenant, sachant qu'il existait entre eux quelque chose qui ne devait pas être? Le matin de la réception arriva trop vite. Grace passa plusieurs heures dans ses appartements, pendant que Mary l'aidait à s'habiller et à coiffer ses cheveux. La robe de soie couleur aiguë-marine était magnifique. Le corsage moulait sa silhouette, soulignant la ligne délicate de son cou et de ses épaules. Les manches étaient courtes, couvrant à peine les épaules, et la jupe tombait en plis souples jusqu'au sol. Une broderie de fil d'argent ornait l'ourlet et le décolleté, et des gants blancs montant jusqu'au coude complétaient la tenue. Mary releva ses cheveux en une coiffure haute avec quelques boucles encadrant son visage, et y entremêla un ruban d'argent. Quand Grace se regarda dans le miroir, elle se reconnut à peine. La femme qui la regardait était élégante, assurée, exactement comme la fille d'un vicomte devait l'être. « Vous êtes magnifique, mademoiselle », murmura Mary avec admiration. « Le lord ne pourra pas détacher ses yeux de vous. » Grace rougit en se souvenant de la nuit dans la bibliothèque. Ils ne s'étaient pas parlé depuis. Arthur l'évitait, et elle-même ne savait que dire. Mais ce soir, ils devraient être ensemble, devoir faire semblant qu'il n'y avait rien entre eux. Lady Margaret attendait déjà en bas. Elle portait une majestueuse robe de velours pourpre foncé avec un col haut et de longues manches, ornées d'une broche de perles. Un turban à plumes couronnait ses cheveux gris. « Enfin !» déclara-t-elle en examinant Grace.
Parfait. Arthur, regarde notre petite. Arthur se tenait au pied de l'escalier, en tenue de soirée. Frac noir, gilet blanc, cravate impeccablement nouée. Tandis que Grace descendait les marches, il la regardait comme s'il la voyait pour la première fois. Ses yeux sombres brillaient, sa respiration s'accélérait. Et quand elle s'approcha, il lui tendit la main pour l'aider à faire les derniers pas. « Vous… » Sa voix se brisa. « Vous êtes… comme il faut », sourit-elle avec incertitude. « Comme un rêve », murmura-t-il si bas qu'elle seule l'entendit. Ses doigts serrèrent sa paume plus fort que nécessaire, et Grace sentit une chaleur monter le long de son bras, se répandant dans tout son corps. « Eh bien, on y va ?» demanda impatiemment Lady Margaret. « Il est impoli d'être en retard. » La voiture attendait à la porte. Arthur aida les dames à monter, et ils partirent. La maison de Lady Catherine Harrington se trouvait à Mayfair, à quelques rues de Craven House. Le trajet fut court, mais pour Grace, il sembla durer une éternité. Elle était assise en face d'Arthur, et chaque fois que la voiture cahotait sur les pavés inégaux, leurs genoux se touchaient, et des étincelles parcouraient tout son corps. La maison de Lady Harrington était illuminée par des centaines de bougies. Les invités se rassemblaient déjà dans le grand salon. Une musique douce jouée par un quatuor à cordes flottait dans l'air. Lorsque Arthur, Grace et Lady Margaret entrèrent, plusieurs têtes se tournèrent dans leur direction. Grace sentit les regards curieux se poser sur elle et se rapprocha instinctivement d'Arthur. Sa main se posa sur son dos, un contact à peine perceptible, mais si rassurant. « Calmez-vous, » murmura-t-il. « Je suis là. » Lady Catherine, l'hôtesse de la soirée, s'approcha avec un large sourire. Une femme corpulente d'une cinquantaine d'années, dans une robe de soie dorée au décolleté profond, elle rayonnait de bienveillance. « Arthur, mon cher, comme il y a longtemps que nous ne t'avons vu, et Lady Margaret, toujours un plaisir. Et voici, je suppose, votre invitée. Lady Catherine, permettez-moi de vous présenter Miss Grace Wellingford, ma pupille. » Lady Catherine jeta un regard évaluateur à Grace, puis sourit encore plus largement. « Charmant. Bienvenue, ma chère. Arthur, tu l'as gardée secrète trop longtemps. Une telle beauté doit être montrée à la société. » Grace fit une révérence. « Merci de votre invitation, Lady Catherine. Venez, je vais vous présenter aux autres. » L'heure suivante se passa en une succession de présentations. Grace souriait, hochait la tête, répondait aux questions, essayant de ne pas trahir son anxiété. La plupart des invités étaient bienveillants, bien que certaines dames la regardassent avec une curiosité ou une jalousie mal dissimulée. Arthur ne la quittait pas. Sa présence était une ancre qui la maintenait à flot. Et soudain, alors qu'elle discutait de peinture italienne avec un gentleman âgé, quelqu'un l'appela. « Grace, Grace Wellingford. » La voix était familière, trop familière. Grace se retourna lentement et vit l'homme qu'elle espérait ne jamais revoir. Thomas Wellingford, son oncle, se tenait à quelques pas d'elle. Grand, dégarni, avec des yeux gris et froids, il la regardait avec une expression de triomphe. « C'est donc ici que tu te cachais ?» dit-il en s'approchant. « Ma nièce, nous t'avons cherché si longtemps. » Le monde tourna autour de Grace. Cela ne pouvait pas arriver. Pas ici, pas maintenant. Arthur s'avança immédiatement, la protégeant de son corps. « Mr. Wellingford, je suppose, je suis Lord Craven. Miss Wellingford est sous ma tutelle. » L'oncle eut un sourire méprisant. « Tutelle? Comme c'est touchant. Et depuis combien de temps cela dure-t-il, milord ?» Sa voix était moqueuse. « Parce que moi, en tant que plus proche parent, j'ai plus de droits sur la tutelle de ma nièce que vous. » « Vos droits sont contestés, » répondit froidement Arthur, « et seront contestés en justice s'il le faut. » La conversation attira l'attention des autres. Les invités se turent, observant la scène avec curiosité. Lady Margaret se matérialisa aux côtés de Grace, épaule contre épaule. Thomas Wellingford regarda Grace par-dessus l'épaule d'Arthur. « Ma nièce, tu devrais retourner dans ta famille.
Nous avons des affaires à discuter. L'héritage de ton père, que vous essayez de vous approprier, l'interrompit Lady Margaret. Mr. Wellingford, je vous déconseille de poursuivre cette conversation ici. Si vous avez des réclamations, adressez-vous aux avocats. L'oncle serra les mâchoires, mais dut reculer sous le poids de tant de regards braqués sur lui. « Très bien, dit-il, mais sachez que je n'en resterai pas là. Grace, tu fais une erreur en faisant confiance à ces gens. » Il se retourna et quitta la pièce. Un silence pesant s'installa, puis Lady Catherine frappa dans ses mains. « Eh bien, messieurs, dames, continuons la soirée. Musiciens, jouez quelque chose de gai. » La musique reprit, les conversations recommencèrent. Mais Grace sentait qu'on continuait de la regarder. Arthur la prit par le coude. « Allons prendre l'air. » Il la conduisit par les portes-fenêtres jusqu'au jardin. L'air nocturne était frais, sentant le lilas et la terre humide. Grace s'appuya contre la balustrade en pierre de la terrasse, essayant de maîtriser son tremblement. « Il m'a trouvé, » murmura-t-elle. « Tout est fini. » « Non. » Arthur se plaça à côté d'elle, la tourna vers lui. « Rien n'est fini. Il a essayé de t'intimider, mais il n'a pas réussi. Nous nous battrons, Grace, et nous gagnerons. » Elle regarda son visage, éclairé par la lune, et y vit une détermination inébranlable. « Pourquoi en es-tu si sûr ? » « Parce que je ne le laisserai pas t'emmener, » répondit-il simplement. Ni lui, ni personne d'autre. Grace sentit les larmes lui brûler les yeux. Elle fit un pas en avant, et Arthur l'enlaça, la serrant contre sa poitrine. Ils restèrent ainsi dans le silence du jardin, et le monde au-delà de cette étreinte cessa d'exister. « J'ai peur, » avoua-t-elle contre le tissu de son frac. « Moi aussi, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Mais ensemble, nous sommes plus forts. » Et à cette instance, Grace comprit que quoi qu'il arrive, elle n'était plus seule. Et cela changeait tout. Après la réception chez Lady Harrington, les événements s'accélérèrent pas kiatiakian. Le lendemain matin, un clerc se présenta à Craven House avec une assignation à comparaître. Thomas Wellingford contestait officiellement la tutelle d'Arthur sur Grace et demandait qu'elle soit reconnue seule héritière des dettes du défunt vicomte. Le document était rédigé de manière à noircir au maximum Grace, mentionnant sa disparition, faisant allusion à un mode de vie douteux pendant ces années, et présentant même son séjour dans la maison d'un lord célibataire comme un scandale. Arthur lisait ces lignes, son visage se durcissant. Grace était assise en face de lui dans le salon, essayant de garder son calme. Lady Margaret arpentait la pièce, frappant le sol de sa canne, signe certain de sa fureur. « Cette canaille !» explosa-t-elle enfin. « Il essaye de salir la réputation de la jeune fille pour la priver de son héritage. Mais nous ne le permettrons pas, n'est-ce pas, Arthur ?»« C'est exact, » confirma-t-il sombrement en posant les documents. Sir James travaille déjà sur une réponse. Il examine tous les papiers du défunt vicomte, cherchant la moindre preuve. À ce moment, le majordome Iankiichiaus entra dans le salon. « Milord, Sir James Whitfield est arrivé. Il dit avoir des nouvelles urgentes. »« Faites-le entrer immédiatement. » L'avocate entra, une mallette en cuir sous le bras, une expression de triomphe contenue sur le visage. « Lord Craven, Lady Margaret, Miss Wellingford, » dit-il en s'inclinant. « J'ai des nouvelles qui changent toute l'affaire. »« Parlez, » dit Arthur en l'invitant à s'asseoir. Sir James sortit plusieurs documents jaunis de sa mallette. « J'ai rendu visite à Mr. Fielding, l'ancien avocat du défunt vicomte Wellingford. Le vieil homme est âgé et retiré des affaires depuis longtemps, mais il a accepté de me rencontrer. Et il m'a raconté une chose étonnante. » Il regarda Grace. « Votre père, Miss Wellingford, a rédigé un Nouveau Testament 6 mois avant sa mort. Un testament secret, dont même votre oncle ignorait l'existence. Il y reconnaissait ses dettes, mais indiquait également l'existence de biens cachés qui devaient revenir après sa mort. » Grace se leva d'un bond. « Des biens cachés, mais je ne savais rien. C'est précisément pour cela que le vicomte a laissé cette lettre chez son avocat. » Poursuivit Sir James.
Il craignait que les créanciers ou les parents ne mettent la main dessus avant l'heure. Mr. Fielding devait vous remettre cette lettre lorsque vous atteindriez l'âge de 21 ans ou que vous vous marieriez. Mais lorsque le vicomte était mort, vous avez disparu et le vieil homme n'a pas pu vous trouver. « Que dit la lettre » demanda Arthur tendu. L'avocat déplia la feuille jaunie et sa voix résonna, claire et nette. « Ma chère Grace, si tu lis ces lignes, c'est que je ne suis plus de ce monde et que Mr. Fielding a accompli son devoir. Pardonne-moi pour toutes les erreurs que j'ai commises. Le jeu m'a perdu, mais je ne voulais pas qu'il te perde aussi. Dans la cave de notre domaine, dans l'ancienne cave à vin, derrière l'étagère de bouteilles vides, il y a une cachette dans le mur. Un coffre en fer y est dissimulé. Il contient les bijoux de ta mère, que j'ai conservés pour toi, des titres de propriété en France, hérités de sa famille, et une importante somme en billets. C'est suffisant pour couvrir toutes mes dettes et te laisser un héritage convenable. Sache aussi que j'ai demandé à mon ami, James Craven, de devenir ton tuteur. Il me l'a juré. S'il est encore en vie, adresse-toi à lui. Sinon, à son fils. La famille Craven n'a jamais trahi sa parole. Pardonne-moi et sois heureuse. Ton père qui t'aime. Un silence s'installa dans la pièce. Grace se rassit lentement, une main sur sa poitrine. Son cœur battait si fort qu'elle avait du mal à respirer. « Je ne savais pas, » murmura-t-elle. « Mon père était mort si soudainement. Mon oncle est arrivé le lendemain des funérailles et a dit que tout était perdu, que je devais fuir, ou on me mettrait en prison pour dette. Je l'ai cru. J'avais si peur. » Arthur s'agenouilla près de son fauteuil, prit ses mains dans les siennes. « Ton oncle t'a menti. Il savait que tu étais mineur, qu'on ne pouvait pas t'emprisonner pour les dettes de ton père. Il voulait que tu disparaisses pour s'approprier lui-même ce qui restait. » « C'est exact, » confirma Sir James. « Mr. Fielding a essayé de retrouver Miss Wallingford, mais vous vous étiez comme volatilisé. Il a attendu, espérant que vous réapparaîtriez. Et lorsqu'il a appris par mon clerc que vous étiez en vie et sous la tutelle de Lord Craven, il m'a immédiatement transmis tous les documents. » Lady Margaret s'assit, essuyant ses larmes, avec un mouchoir. « Alors, la petite ne doit rien. Elle a un héritage. Mieux encore, » dit Sir James en sortant un autre document. « Voici une lettre du défunt Lord Craven au vicomte, où il confirme son accord pour devenir le tuteur de Miss Grace en cas de décès du vicomte. Cela prouve la légitimité de la tutelle de l'actuel Lord Craven, qui honore la promesse de son père. » Arthur leva les yeux vers l'avocat. « Est-ce que suffisant pour le tribunal ? » « Plus que suffisant. Nous avons un testament authentifié, des lettres, un témoin en la personne de Mr. Fielding. L'affaire de Mr. Thomas Wallingford est perdue d'avance. » Sir James se permit de sourire. « Mais nous devons récupérer le contenu du coffre au domaine. Ce sera la preuve ultime. » « Le domaine est vide en ce moment ?» demanda Arthur. « Oui, après sa saisie, on a tenté de le vendre plusieurs fois, sans succès. Il est trop délabré. Formellement, il appartient à la banque, mais il n'y a pas de gardien. » Arthur regarda Grace. « Nous devons y aller, ce soir. » Elle hocha la tête, serrant ses doigts. « J'ai peur d'y retourner. Mais si tu es avec moi, je le serai, » dit-il fermement. « Toujours. » Ils partirent après minuit, tout comme Grace avait quitté cette maison 5 ans plus tôt. Mais cette fois, elle ne fuyait pas. Elle revenait pour reprendre ce qui lui appartenait. Arthur conduisait lui-même la voiture, Grace à ses côtés, enveloppée dans une cape sombre. Sir James les accompagnait. L'air nocturne était frais. La route semblait interminable. Et Grace serrait de temps en temps la main d'Arthur, cherchant son soutien. Il lui rendait sa pression, lui faisant comprendre silencieusement qu'elle n'était pas seule. « Parle-moi de la maison, » demanda-t-il alors qu'ils quittaient la ville. « De tes souvenirs. » Grace ferma les yeux, plongeant dans ses pensées. Grande lumineuse, avec de hauts plafonds et des pièces en enfilade. La bibliothèque avec ses panneaux de chêne sculptés,
où mon père passait des journées entières. Le salon avec le piano sur lequel ma mère jouait. Le jardin avec ses roses blanches et sa lavande. Ma chambre au 2e étage, d'où l'on voyait le vieux chêne où j'avais construit une cabane. Sa voix tremblait d'émotion. Je pensais ne jamais la revoir. « Les maisons ne meurent pas, se meurent pas », dit doucement Arthur. « Elles attendent, et aujourd'hui ta maison t'a attendu. » Le domaine les accueillit dans la brume de l'aube. La haute maison de style géorgien avec ses colonnes n'était plus que le fantôme d'elle-même. Le crépi écaillé, des fenêtres brisées, le jardin en friche. Grace sortit de la voiture et se figea, contemplant sa maison natale. Les larmes lui brûlaient dans les yeux. C'était douloureux de voir comment le temps et l'abandon avaient détruit ce qui avait été si beau. « Elle est toujours belle », dit Arthur en se plaçant à côté d'elle. « Sous tout ça, on peut la restaurer. » « Tu crois ? » ?»« J'en suis sûr. » Il lui prit la main. « Allons-y, montre-nous où se trouve la cave. » La porte d'entrée était verrouillée, mais Grace se souvenait d'un autre passage, par la vieille orangerie, à l'arrière de la maison. Les vitres étaient entébrisées depuis longtemps, et ils entrèrent facilement. À l'intérieur, une odeur d'humidité, de moisissure et d'oubli flottait dans l'air. Les meubles étaient recouverts de housses, les portraits aux murs s'étaient assombris. Chaque pas résonnait dans les pièces vides. Grace les guida à travers les couloirs familiers. La porte de la cave se trouvait derrière la cuisine. Une lourde porte en chêne au gond rouillé grinça lorsqu'Arthur la poussa. Des marches en pierre descendaient dans l'obscurité et un air froid et vicié en montait. Arthur alluma la lanterne qu'ils avaient apportée et ils commencèrent à descendre. La cave était vaste. La cave à vin se trouvait tout au fond. La porte était entr'ouverte. La plupart des casiers étaient vides. Les créanciers avaient tout pris. Mais dans un coin reculé, une vieille étagère avec des bouteilles poussiéreuses était restée. « C'est là, » dit Grace en pointant un doigt tremblant, « derrière cette étagère. » Arthur et Sir James s'emparèrent de la lourde structure en bois et la déplacèrent. Derrière elle, un mur de pierre, en apparence banal. Mais Grace s'approcha, passa ses doigts sur les pierres, sentit une saillie. Elle appuya. Une des pierres s'enfonça et une partie du mur glissa sur le côté, révélant une niche de la taille d'une petite armoire. À l'intérieur se trouvait un coffre en fer, couvert de rouille et de toiles d'araignée. Arthur s'accroupit et sortit prudemment le coffre. Il était lourd. La serrure était vieille, mais solide. « Nous n'avons pas la clé, » dit Sir James. « Pas besoin, » répondit Arthur en sortant un petit couteau de sa poche. Il l'inséra dans la serrure, manipula quelques secondes, et la serrure céda avec un déclic. Il souleva le couvercle. Même à la faible lueur de la lanterne, le contenu du coffre scintillait. Des bijoux, des liasses de billets et des documents enroulés. Grace tomba à genoux à côté d'Arthur, n'en croyant pas ses yeux. C'étaient les bijoux de sa mère. Elle en reconnaissait certains. Les larmes coulèrent sur ses joues. Elle prit une bague, la porta à ses lèvres. « Maman, » murmura-t-elle, « je suis revenue. Je suis enfin revenue. » Arthur la prit dans ses bras, et elle se blottit contre son épaule, laissant libre cours à ses larmes de chagrin, de soulagement, de joie. Pendant ce temps, Sir James examinait les documents. « Des titres de propriété en Normandie, » annonça-t-il. « 3 domaines hérités par la défunte vicomtesse de sa famille. Selon la loi française, ils ne pouvaient pas être saisis pour des dettes anglaises. C'est une propriété considérable, Miss Wallingford. »« Et les billets ?» demanda Arthur. L'avocat les compta rapidement. « Environ 10 000 livres. Ajoutez à cela la valeur des bijoux et des terres. Miss Wallingford, vous êtes une femme riche. Les dettes du défunt vicomte s'élevaient à environ 5 000 livres. Après leur remboursement, il vous restera plus qu'assez pour vivre confortablement. » Grace leva la tête, regardant Arthur à travers ses larmes. « Je suis libre, » murmura-t-elle. « Enfin libre. »« Oui, » dit-il en déposant un baiser sur son front. « Tu es libre. Et maintenant ?
personne ne pourra te l'enlever. Ils restèrent assis dans la cave, entourés de trésors et de la poussière des siècles. Et à cet instant, le passé lâcha enfin prise sur Grace. Elle n'était plus une fugitive se cachant dans l'ombre. Elle était la fille du vicomte Wellingford, une héritière, une femme avec un avenir. Et à ses côtés se trouvait l'homme qui l'avait aidée à se retrouver. L'audience eut lieu une semaine plus tard. La salle d'audience était comble. Thomas Wellingford était assis avec son avocat, l'air sûr de sa victoire. Il ne savait pas ce qui s'était passé. Il ne savait pas que son plan s'était effondré. Grace était assise entre Arthur et Lady Margaret, dans une robe stricte de taffetas bleu foncé. Elle ressemblait à ce qu'elle était, une dame. Le juge écouta les deux parties. L'avocat de l'oncle parla des dettes, de la disparition sans nos côtes striançantes de Grace. Puis ce fut au tour de Sir James, et il démolit méthodiquement, calmement, tous les arguments de la partie adverse. Il présenta le testament du vicomte, la lettre du défunt Lord Craven, l'inventaire du contenu du coffre, les titres de propriété français, les calculs montrant que la valeur de l'héritage était plus que suffisante pour rembourser toutes les dettes. Miss Wellingford ne doit rien à personne, conclut-il. De plus, elle est aussi propriétaire d'une fortune considérable. Et Mr. Thomas Wellingford, qui aurait dû prendre soin de sa nièce, l'a trompée, l'a forcée à fuir et à se cacher pendant 5 ans pour s'emparer lui-même des biens de son défunt frère. Le visage de Thomas se tordit de rage, mais il se tut. Les preuves étaient irréfutables. Le juge se retira pour délibérer. L'attente fut une torture. Arthur tenait la main de Grace dans la sienne. Enfin, le juge revint. « Je décrète, prononça-t-il, que Miss Grace Elizabeth Wellingford est l'unique héritière légitime du défunt vicomte Wellingford. Tous les biens lui reviennent en pleine propriété. Les dettes devront être remboursées sur les fonds de l'héritage. La tutelle de Lord Arthur Craven est reconnue légitime jusqu'à la majorité de Miss Wellingford ou son mariage. Les demandes de Mr. Thomas Wellingford sont entièrement rejetées. Le marteau frappa la table, fort, définitif. Grace se couvrit le visage de ses mains. Ses épaules tremblaient. Arthur l'enlaça, sans se soucier des autres, la serrant contre lui. « C'est fini, murmura-t-il dans ses cheveux. Tu as gagné. »« Nous avons gagné, sanglota-t-elle. Thomas Wellingford se leva, le visage déformé par la haine. Il jeta un long regard à Grace, puis se retourna et quitta la salle sans un mot. Grace le regarda partir et ne sentit rien, ni peur, ni colère, ni même satisfaction. Seulement du soulagement. Il n'avait plus de pouvoir sur elle. Le soir de retour à Craven House, Lady Margaret organisa une petite fête. Champagne, gâteaux, rires. Mais lorsqu'elle se retira et que les serviteurs regagnèrent leur quartier, Grace et Arthur restèrent seuls dans le salon. Grace se tenait près de la fenêtre, regardant le jardin nocturne. Arthur s'approcha par derrière, l'enlaça par la taille, la serra contre lui. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement. « À l'avenir. Au fait que pour la première fois de ma vie, il m'appartient vraiment. Je peux choisir. » Elle se retourna dans ses bras, le regardant en face. « Et je te choisis. » Arthur sourit, ce sourire rare et sincère qui le transfigurait. « Alors j'ai une question. » Il recula d'un pas, posa un genou à terre, et le cœur de Grace battit si fort qu'elle en eut le souffle coupé. « Grace Elizabeth Wellingford, tu m'as ramené à la vie. Tu m'as réappris à sentir, à espérer, à aimer. Maintenant, tu es libre. Tu peux que choisir la vie que tu veux. » Il sortit une petite boîte de sa poche, l'ouvrit. À l'intérieur scintillait une bague, délicate, avec un saphir entouré de petits diamants. Diamants. « Mais si tu me choisis, si tu acceptes de partager cette vie avec moi, je promets de tout faire pour que tu ne le regrettes jamais. » Sa voix tremblait. « Grace, veux-tu m'épouser ?» Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle souriait. Un sourire si large que ses joues lui faisaient mal. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, Arthur. 1000 fois oui. » Il lui passa la bague au doigt, se releva,
et l'attira à lui. Le baiser fut long, profond, plein de toutes les promesses qu'il ne s'était pas encore faites à voix haute. « Quand » demanda Grace, le front contre sa poitrine. « Quand tu voudras. Demain, si tu veux. Dans un an. Nous avons tout le temps du monde. » « Alors bientôt, décida-t-elle. Je ne veux pas attendre. J'ai attendu trop d'années pour commencer à vivre. » Arthur l'embrassa sur le sommet du crâne, la serrant plus fort. « Comme tu voudras, mon amour. » Ils restèrent enlacés tandis que les bougies se consumaient et que l'aube d'un nouveau jour se levait derrière la fenêtre. Un jour où tout était possible. 3 mois plus tard, Grace Wellingford épousa Lord Arthur Craven dans une petite église du Surrey, près du domaine restauré de son enfance. La cérémonie fut modeste mais élégante. Grace portait une robe de soie crème brodée de perles, avec un voile en dentelle de Bruxelles hérité de sa mère. À son cou, le collier d'émeraude du coffre retrouvé. Dans ses cheveux, des roses blanches du jardin restauré. Lorsque le prêtre les déclara mari et femme, et qu'Arthur l'embrassa au son des cloches, Grace sentit que quelque chose en elle était définitivement guéri. La peur était partie. Le passé l'avait libérée. Devant elle, il n'y avait que l'amour. Après la cérémonie, ils retournèrent au domaine des Wellingford, désormais leur foyer. En 3 mois, la maison s'était transformée. Rénovée, repeinte, remplie de lumière et de vie. « Qui aurait pu penser, » murmura Lady Margaret, « que tout finirait ainsi ?»« Ce n'est pas la fin, » sourit la vieille intendante de Grace. « C'est un commencement. » Et Grace et Arthur dansaient, sans prêter attention aux invités. La musique s'échappait par les fenêtres ouvertes sur le jardin, où fleurissaient de nouveau les roses blanches. « Es-tu heureuse, Lady Craven ?» murmura Arthur à son oreille. Grace renversa la tête, regardant son visage, aimé, familier, devenu le sens de sa nouvelle vie. « Heureuse, milord. Plus que je n'aurais jamais pu en rêver, et c'était la vérité, pure, simple, magnifique. Elle avait été une servante gardant un secret de famille. Mais le secret avait été révélé, et avec lui était venue la liberté d'être soi-même, la liberté d'aimer, la liberté de vivre. Et cette liberté était plus précieuse que tous les trésors.